que le cinéma de Bill Morrison est un cinéma qui puise au profond vraiment des archives. Et bah forcément, ça nous touche quand on travaille dans une cinémathèque et qu'il a une façon de faire revivre, même plus que revivre, de donner une nouvelle vie à des films abîmés qui souvent vont rester, qu'on va garder dans le cadre de préservation, mais voilà, qui ne vont pas rentrer forcément dans le cadre de restauration. Et lui leur donne plus qu'une vie, une véritable beauté. On vient de revoir Decasia. En fait, je préfère dire Decasia parce que je trouve que ça rappelle peut-être quelque chose de l'ordre du grec et du mythe. Ça renvoie au mythe. D'avoir revu le film là en salle, euh, le, le sentiment, la définition qui me vient, c'est en fait c'est de l'oxymore, c'est affreusement beau, j'ai envie de dire, et d'une paisible inquiétude, véritablement, qui nous prend. Et, pardon, et Yves Tixier, que je remercie aussi, qui va assurer la traduction. Et bien sûr, je vous invite, comme toujours, à intervenir voilà, tout au long de la discussion. Si vous avez des questions, si vous avez des précisions à demander, n'hésitez pas à demander la parole. C'est important, et c'est plus important qu'on soit dans l'échange plutôt que de se garder 5 pauvres petites minutes à la fin pour d'éventuelles questions. Et alors, Bill, pour commencer, je vais commencer mes questions. Il y a ce rapport, en fait, voilà ce que je disais, ce rapport aux archives. Un de mes collègues à la programmation, il dit Bill Morrison, c'est l'Indiana Jones de la pellicule. Et je trouve que c'est assez juste. Et je rajouterais, c'est aussi Merlin l'Enchanteur de la pellicule. Il y a ce travail d'archéologie, me semble-t-il, d'aller dans les collections des différentes archives du monde et un travail aussi qui est presque d'alchimiste avec ces archives cinématographiques. Et donc une question qui en fait en sont deux. Le rapport aux archives, aux institutions, de comment on travaille avec ces archives en étant indépendant et en étant cinéaste, et peut-être ensuite, dans un deuxième temps, le rapport aux matériaux, au film, à la pellicule, et ce que vous recherchez, voilà, voilà, c'est quoi le trésor finalement qui est tout le temps l'objet de votre quête. So the question, as explained to me by Yves, was how do I approach the archive, and especially the materiality of the film. So the situation when I was making Decasia in the end of the 20th century and on into this century, the situation with archives was somewhat different. Archives were small. There was not a lot of communication, and they were somewhat protective of their various collections. It was a bit surprising for them when I would come to an archive and say, "I want to see what you have that's deteriorated." You know, they would say, "Well, it was like asking, can I see your dirty laundry?" They said, "No, we preserve films. We don't have anything deteriorated." La situation a changé en fait. À la fin du siècle dernier, au début de ce siècle, quand j'ai fait Decasia, les archives étaient beaucoup plus petites, il y avait très peu de communication entre les fonds d'archives, et en plus il y avait un côté très protecteur. Donc quand j'allais les voir et je disais je voudrais voir les films que vous avez qui sont en train de se détériorer, qui sont détériorés, ils me disaient mais non, nous on préserve, on n'a rien de détérioré à vous montrer. C'est un peu comme si je leur demandais de me montrer leur linge sale en fait. Donc voilà, c'était un peu la situation où on était à ce moment-là. In those days, as today, my entree into an archive is based on interpersonal relationships. But of course, then I was unknown, and so a lot of people said no. I would then look for somebody who worked on the lower levels who was my age, and talk to them. And they said, "If you talk to me, I can meet you." Et
la manière dont j'entre dans les archives en général, c'est via des relations interpersonnelles, sauf qu'à l'époque personne ne connaissait, et donc on me fermait souvent la porte au nez. Donc j'allais voir des gens plus jeunes, qui étaient moins hauts dans la hiérarchie, qui avaient mon âge, et je discutais avec eux, et ils me disaient, voilà, si on passe par moi, peut-être que je pourrais te faire rentrer. These days it's a bit different, especially because back then I would also need to make. Is it? Okay, sorry. Back then I would need to make a actual film copy of a film copy. You know, Decasia was finished on film, so we would need to re-photograph. We'd have to have access to the master or to a print, and then make a print, and then re-photograph to make a new negative. Et à l'époque aussi, ce qui est différent, c'est que je devais travailler sur des copies pellicules de ces pellicules. Decasia, on l'a terminé sur pellicule en fait. Donc on devait faire un télécinéma, on devait filmer soit le master, soit une copie du film, et travailler à partir de là. These days, there's been a change in the archival world in which there's much more openness and cooperation amongst archives and between researchers and artists. Il y a eu un changement, il y a beaucoup plus de coopération, beaucoup plus d'ouverture de la part des archives, beaucoup plus de coopération entre les archives, les artistes et les chercheurs. This, I think, is a universal development, and I like to think that some of it comes from conferences like this, like the Orphan Film Symposium, and like Cinema Ritrovato and Pordenone in Italy. Et j'aime à penser que c'est aussi grâce à des conférences comme ça, à des événements comme Cinema Retrovato, comme Orphans of Film, comme un certain nombre de manifestations comme ça qui s'intéressent à ces films issus des archives. And also because of attending conferences and film festivals devoted to archival footage, I've come to know people and people have come to know my work, and so it's not so surprising for if they're to get an email from me to say, may I see what's in your collection. Et comme je fréquente beaucoup de festivals, comme les films sont montrés dans ces festivals, etc., je rencontre des gens, les gens commencent à me connaître, donc ils sont moins surpris, ou ils ne sont pas surpris de recevoir un email de ma part en disant que j'aimerais bien passer. Today we use digital scanners. Usually the 4K scanner is now affordable by most mid-size archives, and so there's much greater access without damage to the actual film reel. Et aujourd'hui, on utilise des scanners, notamment en 4K, et ça, c'est quelque chose que même des archives de taille moyenne peuvent se permettre. Donc il y a beaucoup moins on travaille moins sur la pellicule, on risque moins d'endommager aussi la pellicule d'origine. And because of the availability of this machine and this technology, archives are now uncovering things in their vaults that they didn't know they had. Et grâce à ces machines-là, grâce à ces technologies, les archives découvrent aussi dans leur fond, dans leur caveau, comme on dit en anglais, des choses qu'ils ignoraient qu'ils avaient. But still, by far, the most consistent and longest-standing relationship I have is with the Library of Congress, where an archivist who runs the nitrate vaults he's interested in throwing away old deteriorated nitrate prints, and he'll call me when he has something that he thinks I might be interested in. Mais la relation la plus durable que j'ai, la plus régulière, c'est avec un archiviste qui est en charge du fonds nitrate de la Bibliothèque du Congrès à Washington. Donc c'est lui qui se débarrasse de choses qui sont inutilisables, et à chaque fois qu'il tombe sur quelque chose dont il pense que ça pourrait m'intéresser, il m'appelle. In this case, he'll put it on a shelf in a climate-controlled vault with a post-it note that has my name on it. Donc il met ça sur une étagère, en fait, dans une salle climatisée, avec un petit post-it avec mon nom dessus. And as I understand it, my name is used as some sort of adjective or pejorative verb. Some reel has gone all Bill Morrison on us. Et mon nom est devenu une sorte d'adjectif ou de verbe un peu péjoratif. Ils vont dire par exemple, oh là là, cette bobine, elle est complètement Bill Morrisonnée. They say, not even Bill Morrison would want this. Ou même Bill Morrison n'en voudrait pas. But it's been a great boon. This relationship, we saw Light is Calling was the short we saw before Village Detective last night, and this was simply a film that George Williman alerted me to, and then I was able to work with. Et ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement bénéfique pour moi, hein. Ça a été un vrai trésor, cette relation-là. On a vu Light is Calling hier, en fait, juste avant Village Detective, et c'est grâce à George Williman, donc c'est cet archiviste, que j'ai pu faire ce film.
But I think getting more to your question is, what is the driving philosophy here? And I think the thing that connects all this work, the work we saw last night and the work we saw tonight, which is very different, is the idea that this film is somehow a record of our life, and that in some ways its materiality ages over time as we do, and therefore it contains both a dualism of a physical vessel that carries thoughts and dreams, as well as this emulsion and pictures which embody these dreams. Mais pour répondre plus directement à votre question, la philosophie quelque part derrière ça, derrière les films qu'on a vus hier, derrière celui qu'on a vu aujourd'hui, qui sont très différents, c'est que la pellicule en tant que chose physique, c'est quelque chose qui permet de faire passer des pensées, des images, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui évoque notre côté physique à nous, notre côté, notre mortalité. Donc on a à la fois quelque chose de physique avec des images, avec des pensées, mais on a aussi cette émulsion qui ressemble étrangement à nos corps, à nous. So, for instance, with Decasia, I would first ask or search for footage that was deteriorated, but then I was also looking for these moments when the image itself depicted people in some sort of heightened spiritual or physical awareness. Et donc pour Decasia par exemple, je cherchais des images dans les archives qui soient des images avec de la pellicule détériorée, mais je cherchais aussi des images qui montrent des personnes dans un état psychologique, mental, qui soit un état augmenté, qui soit un état supérieur en termes de conscience notamment. So I was looking for moments of spiritual rapture, of being in love or fighting or in sports or some sort of heightened awareness. Donc chercher des moments d'intensité comme cela, que ce soit des moments d'extase spirituelle, des moments où on tombe amoureux, de la colère, du combat, du sport, etc. Du coup, c'est justement toutes ces Yes. Du coup, toutes ces images, soit que ce soit quelqu'un d'une archive qui pense à vous en se disant tiens ça peut peut-être l'intéresser, soit que ce soit des images que vous allez chercher avec déjà une idée en fait, une idée de film, ou est-ce que ce sont les images qui vont donner l'idée du film, à quel moment en fait se joue la bascule, et ensuite est-ce que je ne sais pas si vous avez une sorte de carnet, de base de données de toutes les images que vous avez pu voir, et peut-être de se dire tiens cette séquence là je ne vais pas l'utiliser pour le film que je suis en train de préparer en ce moment, mais peut-être que quand même je la garde derrière l'oreille parce que peut-être que je pourrais faire quelque chose avec un peu plus tard. Il y a des dans les, j'imagine, les centaines d'heures de films que vous devez visionner comme des rushs, et de se dire ok ça j'en ai pas besoin maintenant, mais peut-être que plus tard je sais que c'est là et que j'y reviendrai. Est-ce qu'il y a cette idée, je veux dire, d'un matériel qu'on pourrait utiliser à différents moments? Just a quick summary on the question. The films you make, do they come from archives that go to you? Do they come from films that you find, basically, or do you look for images that might fit a film? Firstly, and secondly, do you have like a database or a storage room full of images that you've seen and you think, oh, I might use that for another film, I might use this for that, and so forth? Yeah, so the images come in any variety of fashion, but I think it's not unlike somebody making a documentary film where you have an idea of the film you are making and you go out into the world to shoot it. It could be, though, that there's a certain component of that shoot that interests you more, and then you allow yourself the lateral movement to focus on this one thing.
mes images finalement, elles me viennent mais pas forcément de façon différente d'un documentariste qui va aller tourner une séquence quelque part. Mais le documentariste, quand il va filmer sa séquence, peut-être qu'il va s'apercevoir qu'il y a une chose dans la séquence qui l'intéresse plus qu'autre chose, donc il va s'autoriser à dévier de son chemin initial. So I think the important thing is to be looking for something and to be researching something and to be working, and then ideas come to you either for this project or for an aberration of this project or for another project to be named. J'ai une idée du film que je fais, et l'idée c'est de chercher quelque chose, d'avoir un projet en tête. Et après on va aller chercher des choses qui vont servir à ce projet-là, mais qui peuvent aussi effectivement servir pour d'autres projets. For instance, when George tells me that he's accumulated a bunch of films on my shelf, then I'll go down and look at them. But I'll always also have a project where I need images from, in this case, right now, Rome and Egypt. And so he'll pull up things from Rome and Egypt that may or may not be deteriorated. Par exemple, George va m'appeler et me dire qu'il a des choses, il y a des choses sur mon étagère, donc je vais aller voir ce qu'il a mis de côté pour moi. Mais j'ai aussi en tête le fait qu'il me faut quelque chose. Par exemple, en ce moment, j'ai besoin d'images sur Rome et sur l'Égypte, et donc je vais lui demander des images sur Rome et sur l'Égypte qui seront détériorées ou pas. I was very fortunate to work with the archive here on The Village Detective, and they gave me this beautiful print of L'Aigle Blanc, an early film that contained Jarov, and I worked with Francesca Bazzano on that. Now that we've met a few times, she's invited me to your archive here, and on Tuesday I'll go there, ostensibly to look for footage she saved or that she thinks I'll be interested in because it's deteriorated. But it could be that the image in that falls under something I'm already working on, or that could be something I work on in the future. Par exemple, j'ai travaillé ici, dans vos archives, en fait, avec Francesca, pour le Village Detective. Elle m'a montré un film qui s'appelle L'Aigle Blanc, qui est un film avec Mikhail Jarov. Et voilà, et je vais y retourner mardi. Elle a mis des choses de côté pour moi qui sont détériorées, donc je vais regarder, mais il n'est pas impossible du tout que ça vienne dans des projets sur lesquels je travaille ou que j'utilise ça par la suite. I would say, just to reiterate the anecdote that I shared about the discovery of Decasia, this boxer was a very strong image, and it led me to this idea. I already knew that I was looking for compromised, deteriorated images. I was already working in that style, but I had never made the subject matter of the entire film about decay, and so seeing that image was an inspiration for me. Et pour revenir à l'anecdote que je donnais avant la projection de Decasia, voilà, l'image de ce boxeur qui boxe contre du vide, contre quelque chose qui est détérioré, c'était une image très forte qui m'a encouragé, qui me donnait la direction du film. J'avais déjà travaillé sur des images endommagées, je savais que j'allais travailler sur des images endommagées, c'est ça qui m'intéressait, mais jamais j'avais mis la détérioration, la décomposition au cœur véritablement d'un film. And to answer your question, yes, I store many drives all over my head, and my studio is filled with drives, and luckily they're getting very small, so this is 2 terabytes, which would be 4 drives of what I was using in the early 2000s. Et oui, pour répondre à votre question, je stocke effectivement des tas de disques durs dans mon studio, au-dessus de ma tête. Alors heureusement, ils sont de plus en plus petits, celui-là fait 2 terabytes, c'est l'équivalent de 4 disques durs que j'avais avant. Mais oui, j'en ai beaucoup et ils sont bien remplis. I've made something like 50 or 60 films, and they're all on here now. J'ai fait 50 ou 60 films et ils sont tous là-dessus. Est-ce que on peut parler d'une échelle de valeur dans la détérioration des films? Parce que, c'est-à-dire en règle générale, un film il est détérioré, donc on se dit on peut pas le projeter, donc soit on va faire une copie de préservation pour le conserver, mais on sait très bien qu'on ne pourra pas le montrer. Or, vous, ce que vous cherchez, c'est justement la détérioration. Et est-ce qu'il y a différents niveaux de détérioration dans votre grille de lecture et de choix
je sais pas, par rapport à l'émulsion, par rapport enfin, différentes choses, à quel moment ou à quel moment une image à vos yeux n'est plus du tout exploitable, soit parce qu'elle arrive à un stade de détérioration qui va trop loin, ou parce qu'elle n'est pas suffisamment détériorée pour être exploitable dans votre projet. Do you grade decay on film, like for film? Because people usually look at a decayed film, a deteriorated film, and say, no, we can't use that, we can't show it. But you want deteriorated film. But is there how do you approach it? How do you grade it, basically? And is there a way? Is there a moment when you say, I can't use this image because it's too deteriorated, or because it's not deteriorated enough? Yeah. Well, I guess there are any variety. As we saw with Decasia, that was sort of a buffet table of decay. Je pense qu'on l'a vu, il y a toutes sortes de niveaux au niveau de la détérioration. On l'a vu avec Decasia, c'était une sorte de buffet comme ça, de buffet campagnard de la détérioration. But again, there are shots that build over time, and they have power the longer they last. And I think with all of us, our tendency is to look for the image that we recognize. And if it's interrupted by decay, we have the patience to wait until that image appears again. And this sets up a very strange relationship between us and the screen. It's almost like we're trying to see through this obfuscation, and I think that it puts us in a different head as a viewer. Il y a aussi des plans qui vont gagner en force avec la durée, en fait. Nous, on a tendance, quand on regarde l'écran, à voir des choses qu'on reconnaît, à reconnaître des choses. Mais s'il y a des choses, et donc de la détérioration qui vient masquer, interrompre la chose qu'on voit, ça nous donne la patience d'attendre que la chose réapparaisse. Ça nous donne aussi presque, on a le sentiment d'essayer de voir à travers ce qui masque l'image qu'on reconnaît. Donc je pense que ça nous met dans un état mental différent. And I also think that, because with decayed footage, every frame is different. If you were to play it in real time, it would be very fast and flickering. So I tend to slow things down, which makes it more sensuous, I think, and more material. And again, if there's something that we recognize that pokes through, it allows you to sustain a shot for longer and longer. If it goes into pure abstraction, there's probably a shelf life to how long you can hold people's attention. Et parce que des images détériorées comme ça, chacune est différente, en fait chaque image littéralement est différente. Ça veut dire que si on l'approche à vitesse normale, il y aurait une sorte de clignotement extrêmement rapide en fait, ça irait beaucoup trop vite. Donc moi je ralentis les choses, ça permet aussi je pense d'avoir quelque chose d'un peu plus matériel, mais aussi d'un peu plus sensuel. Et en plus, le fait de ralentir comme cela et d'avoir des choses qui apparaissent, qui disparaissent, mais qui restent reconnaissables, ça permet de faire durer les plans plus longtemps. Je pense que si la chose devient uniquement abstraite, je pense qu'il y a une durée limite en fait pour un plan qui est purement abstrait. Est-ce qu'on peut parler de votre rapport à la musique, puisque, pour rester sur Decasia, puisqu'on vient de le voir et que vous disiez que je pense que c'est la musique qui a amené le film, mais la musique elle est toujours extrêmement importante dans vos créations, et du coup comment vous travaillez avec les musiciens? Est-ce que il y a d'abord le montage, le film est monté et ensuite aux musiciens de travailler dessus, ou est-ce qu'il y a déjà au préalable un travail avec eux et que la musique ou une partie de la musique est faite et que c'est la musique aussi qui peut donner le rythme du film? Comment vous travaillez sur cette partie-là, parce que c'est vraiment une partie très aussi importante que l'image, quoi, la musique dans vos films. Music. I understand, yeah. So, it depends on the project, how the music is employed. As I described with Decasia, we were really brought in as a support group for
a new symphonic piece by Michael Gordon. That relationship changed over time because of the success of that film. People expected Michael to come with a film by me, and so we would get commissions based on that, and then we would begin things at the same time, and usually those came from, again, some sort of idea that I thought I could sustain a film from something I'd seen. And we've done, I don't know how many projects now, I think we counted it up and there was something like 12. Ça dépend des films, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que sur Decasia, voilà, le film était une sorte de soutien, était secondaire par rapport à la musique en fait. Mais parce que le film a eu du succès, ça a permis d'avoir d'autres commandes, et Michael Gordon, le compositeur, quand on lui a passé des commandes en fait où on s'attendait à avoir un film avec. Et à ce moment-là, on a pu commencer en même temps, on a fait pas mal de projets ensemble, une douzaine je pense, la dernière fois qu'on a compté. Et ce qui permettait voilà, d'avoir le même point de départ, et on partait d'une idée de film où je pensais que voilà, ça pouvait donner quelque chose qui pouvait être relativement durable. But, you know, the difference between working with classical musicians and like jazz musicians, or it's very different because, for instance, with a 55-piece orchestra, everything's written out, and then there's all these parts that need to be copied. So there isn't much room for improvisation. Il y a une différence entre travailler avec des musiciens classiques et travailler avec des musiciens de jazz, par exemple. Sur Decasia, par exemple, on avait 55 musiciens, ça veut dire que toutes les partitions sont écrites et il y a très peu de place pour l'improvisation. With my relationship with Bill Frisell, the guitarist, we created a score first from tunes that he'd written or passages that he'd written, and then we went out on the road and he created these songs with his collaborators during soundcheck and on stage, and we recorded that, and then I used those recordings to construct what I thought the arc of the Great Flood in this case would sound like, and then I edited from that recording, that assemblage of recordings, and he rescored the film from that same recording. Mais par exemple, quand je travaille avec Bill Frisell sur The Great Flood, donc le film sur la grande inondation, en fait, voilà, lui, on a parti d'air ou de morceaux, de fragments qu'il avait composés, et ensuite, lui, ensuite il est parti en tournée avec des musiciens, il a composé d'autres morceaux, etc. Et j'ai repris tout ça et j'ai fait une sorte de partition globale, si vous voulez. J'ai remonté avec une musique qui corresponde à ce nouveau montage, et lui ensuite a réorchestré cette musique-là pour faire le film enregistré, parce que le film était projeté en live en fait. Donc il y a eu ces projections et ensuite un remontage pour avoir quelque chose de définitif. And more recently I've been working in what I think is the more traditional ways that a film director will work with a soundtrack artist or a film score, which is to commission a composer to write music cue to cue. Et aujourd'hui, là, actuellement, je travaille de façon plus traditionnelle, hein, comme la plupart des réalisateurs travaillent avec un compositeur, avec un musicien, c'est-à-dire que je commande une musique à un compositeur qui va travailler à partir d'images déjà établies. So, for instance, the film we saw last night, The Village Detective, the score was composed by David Lang. I gave him the silent film, and I told him how many minutes and seconds we needed in this part. Donc, par exemple, sur The Village Detective qu'on a vu hier soir, le compositeur de Lang a reçu le film muet, et je lui dis voilà, j'ai besoin de tant de minutes, tant de secondes pour chaque séquence. And with Dawson City, the same process with the composer Alex Summers. I used some scratch tracks that he had composed with his partner Jonsi, and a record that they had done together. And well, first of all, some tracks that they made for me, and also a record they'd done together in 2009 called Rice Boy Sleeps. And I used that as a scratch track, and then Alex took that off and using those cues and cue lengths wrote new music. Et avec Alex Summers, en fait, hein, sur Dawson City, j'ai travaillé de façon relativement similaire. J'ai pris des choses qu'il avait déjà composées, notamment avec sa conjointe.
des morceaux, ils ont fait un album, etc. Mais j'ai utilisé ça pour faire une sorte de première bande-son, je lui ai donné la chose, et ensuite il a recomposé d'autres choses. Et on arrive à la bande-son définitive. Est-ce que, est-ce que vous avez des questions? Ou des réflexions, ou que sais-je? Non, bon alors je continue. Si, ouais, si. Attendez. C'est un petit peu pas dans le fil de ce que vous venez de dire. Bonsoir, merci beaucoup. Et je voudrais vous demander, est-ce que par rapport à cette détérioration, vous avez pu établir des constantes de type de film, même si ce n'est pas votre propos, je pense, de procédés chimiques, et parce que forcément vous devez regarder le type de film qui est détérioré, je suppose. Est-ce que vous avez développé comme ça une connaissance de la pellicule même, en disant ces supports-là se rayent plus facilement, ceux-là ils boursouflent, ceux-là ils se décollent la gélatine se fond plus vite, enfin voilà. With all the films that you made, you're in contact with deteriorated film all the time. So have you been able to see constants? Have you been able to see trends, or where that material will maybe scratch more easily, or will flake more easily, or will? The great difference between the films from before 1950 and after is we used nitrate stock until 1950. And this deteriorates in a way, in relationship to the image, differently than any other stock. You'll actually see, as you saw here in Decasia, that the image itself will morph and change and in relationship to the base. And I seek out those instances where the deterioration isn't just a patina on top of the image, obfuscating or blocking the image, but it's actually getting into the image and morphing it. En fait, il y a une différence entre les films qui sont tournés avant 1950 et après, et tout ce qui est avant 1950, c'est en fait de la pellicule nitrate. Et là, en fait, vous avez pu le voir dans Decasia notamment, l'image, c'est pas la détérioration, c'est pas juste une patine qui va masquer l'image, qui va la rendre opaque. C'est véritablement l'image et le support qui vont se mélanger, qui vont se fondre, et c'est ça qui va donner ces modifications au niveau visuel. Et c'est ça qui m'intéresse moi. After 1950, when we had safety stock exclusively, you don't see the contour of the image change. You could change the value inside the shape, but the shape itself would not change. Et après 1950, quand il y a des pellicules qui sont plus sûres, en fait, les contours de ce qu'il y a à l'image ne vont plus changer. Alors, il va y avoir des différences de couleurs, mais les contours, eux, ne changent plus. The other thing that expedited deterioration was when a film was tinted or colored. Back in the day, the original had some sort of dye or hand painting on it. That almost always resulted in a hastening of deterioration. Une autre chose qui accélère en fait la détérioration, c'est quand des pellicules à l'origine étaient teintées ou étaient colorées, soit on mettait une sorte de teinture dessus, soit elles étaient peintes à la main. Et ça accélère toujours la détérioration de la pellicule. When I was starting out, I came out of painting, and so I was interested in trying to distress films myself, either painting on films or making photographs where I was painting the developer and processor, or putting Drano, like the acid that you use for plumbing, on the film itself. And eventually I just became interested in how it would happen naturally, organically. En fait, j'ai une formation de peintre, et donc au départ, je me suis intéressé à la manière dont je pouvais moi-même modifier la pellicule. Et donc j'allais peindre la pellicule, j'allais la modifier au moment du développement. Parfois, je mettais l'équivalent du desktop dessus pour voir ce que ça pouvait faire, en fait.
Et puis finalement, je me suis de plus en plus intéressé à la manière dont ça arrive de manière organique, de manière naturelle. But a lot of it also has to do with the conditions under which it was stored. So, or the year that the film stock was it made during wartime? Was it made cheaply? What happened to this print? Was it stored badly? Was it stored in a warm place or a humid place, or was it taken care of? So all these things affect the image. Et bien sûr, ça dépend aussi de la manière dont la pellicule a été stockée, dans un endroit humide, dans un endroit chaud, est-ce qu'on s'en est bien occupé d'elle, est-ce qu'elle a été faite aussi à un moment, peut-être pendant une guerre, ou pendant la guerre, c'est-à-dire qu'elle a été faite avec, c'était de la pellicule qui était faite avec des matériaux meilleur marché, donc tout ça, ça va affecter la manière dont la pellicule va se détériorer. C'est quelque chose qui est quand même très... du coup, qui va se raréfier parce que déjà, bon, le nitrate c'était avant les années 50, mais même après avec le safety, la pellicule pouvait encore bouger différemment, mais c'était plus au niveau des couleurs, de virage, parce que ça tenait pas. Mais quand même, ce qui reste, je trouve assez fascinant, c'est parce qu'on parle de copie, mais que en fait chaque copie est unique. Et que, en fait, c'est ce qui importe, en tout cas dans votre travail, c'est pas tant le film, quand on parle d'un film, c'est-à-dire l'histoire que le film va nous raconter, mais en fait, c'est le support, c'est le côté unique du support qui lui-même a une histoire, qui lui-même est tout à fait singulier, comme je disais tout à l'heure, en fait, où c'est comme c'est un être vivant, comme un être humain et unique et va vieillir. Et avec l'arrivée du numérique, finalement cette duplication de support, c'est-à-dire du film pour pouvoir le projeter dans différents endroits, en fait on perd la singularité de la copie. Il y aura plus, même si le numérique peut se détériorer, mais s'il se détériore, ça bloque et on va avoir des pixels, mais ça va plus bouger. Alors avec la pellicule, on peut toujours aller plus loin dans le défilement, etc. Il y a quelque chose presque de finalement à la fois dans votre travail mais finalement qui est lié aussi au cinéma, d'une sorte d'inexorable mort et voilà qui se profile d'une certaine manière. The question is mainly on the difference between the before 1950, so the fact that, or even after 1950, the fact that the film stock would change. Every copy is unique because every copy will evolve differently, whereas with digital is different. I mean, digital can deteriorate, but it will just freeze or it won't work. So there's something, and there'll be less and less of that because there's there'll be less and less films that are supposed to discover. And so does that, and also the fact that, as you say in your work, the film or the copy, like a human being, will get old and is unique. And is it like there's something inexorable there, something that's unavoidable, like an unavoidable death and decay? Yeah, I think death and decay is inexorable for all of us, but especially for a film print, it is an interesting idea that there's a master copy, and that may or may not be held somewhere. That it may still exist or it may be gone. But these prints are shadows of that, all of which they tell the same story, but the life of each print is going to change, and some of them will be lost, and some of them will be saved, some of them will be damaged, some of them won't, and the journey continues on to the projection booth. It might be raining out, or it might be hot in the theater, it might be a crowded theater, it might be an empty theater. So all these conditions are changed for the moment of projection, not just for that print, but for every screening. And I think that that's embodied in the film itself.
Oui, c'est effectivement incarné dans le film. Hein, le fait que c'est intéressant de se dire, voilà, il y a un master quelque part, on ne sait pas si le master existe encore ou s'il a disparu, et puis il y a des copies, et chacune de ces copies vit sa propre vie, certaines vont être perdues, certaines vont être endommagées, certaines vont être conservées, et ça va jusque dans la cabine de projection en fait. Et à chaque projection, il y a quelque chose de différent qui se passe pour la copie. Il peut faire chaud, peut-être qu'il peut pleuvoir, il y a du monde, il n'y a pas de monde dans le cinéma. Donc on a effectivement cette évolution, cette vie hein, de chaque copie, de chaque tirage. Est-ce qu'on peut, par rapport à, j'allais dire, à cette mort inexorable, est-ce qu'on peut dire que votre cinéma, quelque part, fait... en gros, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une sorte de Frankenstein? Je pense à ça parce que à cause de deux de vos films. Là, c'est Awakenings, qui est sur vous allez mieux le raconter que moi, mais sur une sorte de virus dans les années 20 qui a plongé des personnes en catatonie et qui sont restées paralysées comme ça pendant des dizaines d'années, et qu'un médecin en usant de drogue a quelque part réveillé à la fin des années 60, et un autre film, je crois que c'est Spark of Being, qui est une version, votre version du Frankenstein de Mary Shelley. In relation to that inexorable death, can one say that you're some sort of a Dr. Frankenstein? Because there's two films, the first Awakenings, where we have people got hit by a virus, then became catatonic, and then were reawakened by a doctor through drugs tens of years later, and then Spark of Life, which is your take on the Frankenstein story? Yeah, I mean, I arrived at Spark of Being as a line from Mary Shelley's Frankenstein, because I thought of what I do, not unlike Dr. Frankenstein, where I'm taking disparate parts from different corpses and assembling them together and breathing the spark of life, spark of being into them. This is, I think, true of every projection moment, is that you have this real that's reanimated at every seance, right? At every projection, whether it's through a computer or eventually through a light, and this is a moment of birth that happens at every screen. Oui, en fait, Spark of Being, littéralement l'étincelle de l'être, c'est une expression de Mary Shelley, donc qui a écrit Frankenstein. Et voilà, j'y suis arrivé parce qu'effectivement, comme le docteur Frankenstein, je prends des bouts de cadavres et j'en fais quelque chose qui devient vivant. Et il y a effectivement cette étincelle qui va naître. À partir du moment où on projette, vous avez une bobine, à partir du moment où vous la projetez, il y a une étincelle. Alors ça peut être sur un ordinateur, ça peut être dans une cabine de projection, à travers la lumière. Yeah. So Frank has suggested that maybe we could take a look at some clips, and he had brought up both Spark of Being and Reawakenings, so we can take a look at both of those. No one had ever compared those two films together, but I like that. Franck suggérait qu'on regarde des extraits de Awakenings et de Spark of Being. C'est la première fois que quelqu'un les compare en fait ces deux films, et je trouve ça j'aime bien. Célia, on va lancer des images. Just as by way of introduction, the creature was a very intelligent being, and he had to hide in the woods to learn the ways of the world, but he was super intelligent and he understood everything very quickly and became articulate and learned many languages, and was also had superhuman strength. The thing that he could not have was love, so his observations of love were ultimately frustrating for him. In this first clip, it's a very short one. This is called Observations of Romantic Love. Donc, en guise d'introduction à la créature,
et se cache dans la forêt. C'est un être qui est extrêmement intelligent, qui apprend des tas de langues, qui comprend très très vite comment fonctionne la société humaine, qui est extrêmement fort. Mais par contre, il y a une chose qu'il ne peut pas ressentir, c'est l'amour. Et c'est quelque chose de très frustrant pour lui. Donc la première scène s'appelle Observation d'une scène romantique. And then I'll follow that with a clip also about called The Creature's Education, which is made up of educational films, which all had, I found, that had some water damage to them. Et le deuxième extrait, c'est un film qui s'appelle L'éducation de la créature, qui est composé à partir de films pédagogiques qui ont tous été endommagés par l'eau.
je trouve que ce sont vraiment deux films du coup qui résument un petit peu justement le cinéma de Bill Morrison, quoi, de réveiller des films qui sont endormis, et plus que de leur redonner vie, c'est vraiment de leur donner une nouvelle vie. Je trouve que c'est vraiment ce côté-là. Et en plus, là, avec ces deux extraits, ces deux films, c'est aussi deux facettes, parce qu'on a parlé plutôt de l'approche poétique, avant-gardiste du travail avec la décomposition, disons. Mais il y a aussi, on l'a vu hier soir avec The Village Détective, mais peut-être un de vos films qui est le plus connu en France, qui est Dawson City, qui est plus de l'ordre du documentaire, de l'enquête justement sur les archives, sur l'histoire de la pellicule. Ce qui est un petit peu aussi Awakening, c'est la même chose, on va dire. Il y a plus cet aspect documentaire, de travailler avec des images d'archives, mais avec un objectif beaucoup plus documentaire, de revenir sur une histoire, sur un événement, et avec Spark of Being, où là pour le coup c'est carrément de créer quelque chose de nouveau à partir de notre matière. So I think these two films really sum up what you do, the cinema of Bill Morrison, if you like, where you wake up or you awaken these films, and more than bring them back to life, you give them a new life. And it shows two trends. On one side, the more artistic, avant-garde side of your work we've seen, but also there's also with the Village Detective, or with Frozen City, which is one of your most famous films here in France, something more documentary, more of an investigation as well. Non, ma question c'était du coup, pour aller là, est-ce qu'on peut parler aussi de cette partie-là, plus peut-être documentaire, qu'on n'a pas encore vraiment abordé jusqu'à présent? Can we maybe talk a little bit of that more documentary approach that we haven't really mentioned? Yeah, I mean, at one point I got a little bit tired of being called or at least introducing myself as an avant-garde filmmaker or an experimental filmmaker. It seemed to put me into a certain category, which I didn't think was in dialogue with the issues that I was interested in. Il y a un moment, ça m'a fatigué en fait d'être présenté toujours comme un metteur en scène expérimental ou d'avant-garde, etc. Je trouvais que ça ne dialoguait pas vraiment avec ce que j'essayais de faire, ce qui m'intéressait. And at the same time, I felt the genre of documentary was expanding in a way that it could accept many different types of storytelling. Et le genre du documentaire est en train de s'étendre en fait, ce qui me permettait, et je sentais qu'il pouvait accepter de nouvelles formes de narration. And so I started to think of myself more as a documentary filmmaker, maybe around this time, around 2010, when I made Spark of Being, or 2011 with the Miners' Hymns, certainly with the clip we just saw, with 2013 with Reawakenings, and then looking for stories that were about people, but that were also about films, where the story of the film somehow circumscribed the story of its subjects. Et c'est peut-être vers 2010-2011, avec Awakenings, avec Spark of Being, avec My Sims 2013, que j'ai commencé à véritablement me considérer comme un documentariste quelque part. Et j'ai commencé à chercher aussi des films, des pellicules qui puissent être en relation avec l'histoire des gens qu'elles dépeignent, et qui puissent quelque part circonscrire l'histoire humaine sur ces pellicules. I mean, dating back to one of my earlier films, the film of Her, I told the story of the collection ostensibly using the collection to tell the story, and I repeated that technique, I guess, with Dawson City, and to a lesser degree also with The Village Detective. Par exemple, dans A Film of Her, un de mes premiers films, en fait, j'utilisais en fait une collection d'archives pour raconter l'histoire de cette collection. Et c'est ce que je fais aussi sur Dawson City, où les films qui ont été retrouvés permettent de raconter l'histoire de la ville. I was amused because a critic in the States recently said that
my fascination with archives, or the same transition from purely visual or experimental studies into more research documentary films about films was not unlike a poet who all of a sudden became interested in etymology. Et ça m'a amusé, il y a un critique aux États-Unis récemment qui a dit que cette transition d'un artiste visuel, d'un cinéaste expérimental, travaillant sur les archives, à quelqu'un qui s'intéresse plus au côté recherche, c'était un peu comme un poète qui commencerait à s'intéresser à l'étymologie. Pour parler dans le prolongement de ce qui est documentaire, mais ce qui est aussi ce qu'on appelle les films de montage d'archives. En fait, je pense à Beyond Zero. On en a parlé hier et quand je l'ai revu, j'ai pensé au film de Peter Jackson qu'on va montrer. Je crois que c'est mercredi. They Shall Not Go Old, yeah. Et qu'on va montrer donc mercredi, et qui est un film qui parle de la Première Guerre mondiale, donc à partir d'images d'archives donc sur la Première Guerre mondiale. Et Beyond Zero, c'est le même sujet, la Première Guerre mondiale. Il y a quelque chose d'assez proche, me semble-t-il, dans la structure, puisqu'en gros c'est recrutement, entraînement, combat. Et puis après les combats, sauf que dans le traitement, Peter Jackson, il a une façon de travailler, de transformer l'image par la main même de l'homme, quoi. Vraiment, il agit directement sur les images. Et vous dans votre film, c'est toujours en fait l'altération aléatoire de la pellicule, et je trouve que ce sont deux films qui sont très proches et radicalement différents, et qui tous deux quelque part parlent de la désincarnation, et sauf que chez vous il y a quelque chose de l'âme, il y a quelque chose de spirituel, de l'âme humaine, je sais pas, qui ressort de ce film. D'abord, est-ce que vous avez vu le film de Peter Jackson? Je sais que oui. Et du coup, voilà, est-ce que vous voyez ce rapprochement possible, et qui en même temps ne peut pas être? Et après, est-ce qu'on pourra peut-être montrer un extrait au public justement de Beyond Zero pour qu'il l'ait en tête, peut-être mercredi, en voyant le film de Peter Jackson, pour vraiment sentir cette différence, je trouve, de matière, véritablement de matière, et comment la matière peut parler de l'âme. Talking about Beyond Zero and They Shall Not Grow Old, there's a lot of proximity in the two films, both about the First World War, both from archive shots, movies, with a similar structure: recruiting, training, fighting, and after the fighting. But what I feel is there's a big difference in the two films. So they both talk about disembodiment somehow, but yours is much more spiritual somehow. There's more soul according to me, in your film. But there's also the fact that you use this random deterioration, whereas Peter Jackson has this man-made restoration of the film. Yeah, I guess an alternative title to Beyond Zero is They Have Already Grown Old. Je pense qu'un titre alternatif à Beyond Zero, ça serait They Have Already Grown Old, parce que le titre anglais c'est Ils ne vieilliront pas, alors qu'en français c'est Pour les soldats tombés, c'est ça? Donc voilà, mais en anglais le titre littéralement c'est Ils ne vieilliront pas, et je pense que pour mon film à moi c'est Ils ont déjà vieilli. I think a lot of people, and I don't know if we have our friends from the Imperial War Museum here, but it must have been a very busy time for them as we approach the centennial of the First World War. Et je ne sais pas si nos amis du Imperial War Museum sont là, mais c'était une période extrêmement bien remplie, hein, puisque c'était au moment du centenaire de la Première Guerre mondiale. So I had a project, as I'm sure a number of people did, where we were commemorating the
centenary, and it was in my idea that we would look for original nitrate footage that had lasted 100 years, that had been shot at that time and printed during that time and had somehow sustained in the archives. So I went again to the Library of Congress and I said, what do we have from World War I? Not duplicates, but original nitrate. And we went from there. Et comme beaucoup de gens, je voulais faire un projet qui commémore ce centenaire. Et moi, ce que je voulais faire, en fait, c'est utiliser des films, des pellicules en nitrate qui avaient été tirés, qui avaient été il y a 100 ans, donc des films qui avaient vécu 100 ans, qui avaient vécu ce centenaire dans les archives, par exemple, à la Bibliothèque du Congrès. Et j'ai dit, voilà, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que vous avez de la Première Guerre mondiale, mais qui ne soient pas des copies, qui soient véritablement des choses de l'époque. And in this way, this print that's lasted 100 years somehow takes on the character of the soldier or the machinery, of the materials of war. Et de cette manière-là, la pellicule, ce tirage, cette copie, ces bobines prennent finalement ou incarnent le soldat, les machines, tout ce qui a trait à la guerre. And in the structure of my film, it starts out, of course, warfare changed during these 4 years, starting out with horses and barbed wire and spears, and eventually culminating in aerial attacks and tanks. Et bien évidemment, on voit dans mon film, hein, mais pendant la guerre a changé. C'est-à-dire qu'on commence avec des chevaux, des baïonnettes, des barbelés, et ça se termine avec des attaques aériennes et des tanks, des chars. So if it was structured as a technological advancement of, if you want to call it that, the instruments of war, we could also see film as a byproduct of that, of the instrument of war, of an analysis of war and of a record of war. Et si on peut voir ça comme une forme de... Le film, on peut considérer que le film est structuré comme en suivant l'avancée, si je puis dire, l'avancement technologique lié aux instruments de la guerre, et quelque part, le film, la pellicule, c'est aussi c'est un produit dérivé quelque part de la guerre. I'd like to show a clip from Beyond Zero. The composer is Alexander Vrabelov, performed by the Kronos Quartet. Un extrait de Beyond Zero, c'est Alexandra Vrabelov. Vrabelov, donc la compositrice, et la musique est interprétée par le Kronos Quartet.
mercredi. Là, il y a vraiment quelque chose de très spectral dans le film de Bill Morrison. C'est vraiment des fantômes qui nous racontent leur histoire. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'âme humaine et qui a été confronté à l'effroyable. C'est un film très très beau. There's really something ghost-like in your film, something of the human soul having had to face the unbearable. Je vois qu'il est déjà 8 heures en fait, donc est-ce que vous avez une question là-bas? Bonsoir. Vous avez évoqué comment des films comme L'Ikeja ont participé ces 20 dernières années à ce que les archives audiovisuelles s'ouvrent aux chercheurs, aux cinéastes, aux artistes, y compris pour des détournements. Et est-ce que vous pensez que justement des films comme L'Ikeja ces 20 dernières années ont aussi eu un impact sur le copyright, le droit de la propriété intellectuelle et l'attitude des ayants droit par rapport à leurs films? Mes souvenirs des génériques d'Ikeja et Village Detective sont un peu flous, mais j'avais le sentiment que vous citiez moins vos sources, vous citiez moins les films que vous utilisez dans Ikeja, alors qu'il y a quand même des films de fiction, et peut-être plus dans The Village Detective. Alors est-ce que quand vous étiez peut-être quand vous aviez moins de notoriété et que vous étiez plus dans le milieu expérimental, ça vous offrait plus de liberté? Est-ce que depuis que vous avez gagné en notoriété, que vous faites plus des documentaires, est-ce que vous devez faire plus attention? Est-ce que vous devez travailler plus étroitement avec des recherchistes, voire des juristes? You said that thanks to Decasia, maybe the archives open to or became more open to artists, to filmmakers, to documentary makers and so forth. I was wondering whether it meant that it had changed something also in terms of copyright holders, in terms of intellectual property rights. Because I think that in Decasia you mention a lot more where the film or the origin of the films in the end titles. And you seem to do it less in more recent films. Is that because you were then less known, you were more experimental, and now you have to be more cautious? Does that mean you now work with people who research this, or do you work with legal experts? Sorry, it was the other way around. So I felt you were quoting them less in the end credits in Decasia and more in the Village Detective. Sorry, excusez-moi, j'ai mal compris. Yeah, the end credits in The Village Detective and Dawson City are films of themselves. Le générique, c'est des films à part entière, en fait, sur Dawson City ou sur The Village Detective. Yes, I think it became another layer of interest for me that I didn't particularly have, and I think I was more of a consumer when I made Decasia. I just wanted to find cool shots that kind of had this spirituality to them. And as I made films that were about specific films and about specific collections, there was another layer of interest to me to identify them, specifically because, and I'm sorry because we didn't watch Dawson City here, but with The Village Detective, nobody in the West have heard of any of these films, right? Maybe you've heard of Ivan the Terrible, but you haven't heard of The Village Detective, and you haven't heard of any of these other films that he was in. So it's also a way of saying there's a whole nother world out there that we don't know, and maybe these films are lost, but maybe they're not lost. They're just in a Russian archive, and our cultural divide is such that we can't know them, or they're so old that we can't know them. So it's a way of referencing unknowable knowledge, I guess, or unexperienced lives. Oui, mon attitude a changé depuis Decasia. Au moment de Decasia, j'étais finalement une sorte de consommateur. Ce qui m'intéressait, c'est de trouver des séquences qui soient super, qui soient cool, avec de la spiritualité, et puis voilà. Mais par contre, effectivement, avec Dawson City, avec le Village Detective, voilà, il y a une autre couche quelque part
une autre source d'intérêt qui est née en moi, notamment sur The Detectives, parce que c'est des films qui sont complètement inconnus à l'Ouest. Vous avez peut-être entendu parler d'Yvan le Terrible, mais sinon tout le reste est une filmographie qui nous est complètement inconnue, et ça m'intéressait moi de faire trace. Peut-être que c'est des films qui existent encore, peut-être que c'est des films qui n'existent plus. C'est des films, il y a des tas de films qui sont peut-être dans des archives russes, mais on ne le sait pas. Donc c'est une façon pour moi quelque part de référencer l'inconnaissable peut-être, ou des vies qui ont disparu. Une question? Du coup, je propose de... Bonsoir. J'avais une question très bête sur le travail sur l'image. Est-ce que vous retravaillez les images? Est-ce que vous les colorisez ou pas? Very simple, stupid question on the image itself. Do you rework the image? Do you color it, for instance? No, I mean, for the most part, I leave it as I found it. So these tanks were dyed blue, maybe to represent a night scene or something, but this is how I found it. Non, je ne touche pas à la couleur. Par exemple, les chars que vous avez vus c'est teint en bleu, peut-être parce que c'était pour représenter une scène de nuit. Mais non, je n'y touche pas. S'il y a d'autres questions... J'avais une question par rapport à la projection des films. Est-ce que vous projetez vos films parfois sur support pellicule? Et est-ce que c'est important pour vous par rapport à votre travail sur la matérialité du film? Regarding the screening, do you sometimes screen your films on film? And is it important to you in terms of the materiality of the film? Yeah, I mean, I've made prints of the films that I think, ideally I'd have prints of all of my films. But at this point, I'm making a film out from a digital copy. So I'm finishing the films digitally now, and when we have a budget, we output onto film. Decasia was completely finished on film. We had a negative and we had prints. The problem is that it's just there's a lot of problems with projecting film, and though I do find it romantic and beautiful, and I love the way the light bounces off, it's not particularly practical. Not every projection booth is equipped with 2 projectors for clean changeovers. If you get into cutting the film, you lose a frame every time. Then with a film like Decasia, where the transitions between reels, you necessarily interrupt the music. So because I've heard Decasia as a print many times, at the end of the reel, I'm always like getting ready for some hiccup, where it's going to jump into the next reel. It was so pleasurable tonight to just have it flow through, from one reel to the next. J'ai fait effectivement des tirages pellicules en fait de certains de mes films, pas tous ceux dont je considère pour lesquels ça vaut le coup quelque part. Le truc c'est qu'on fait un tirage de toute façon à partir de quelque chose qui est numérique en fait. On fait une version numérique et ensuite on la sort en pellicule. Decasia par contre a été terminé en pellicule. J'adore le côté, j'adore la projection avec des pellicules, il y a un côté romantique, la lumière qui rebondit sur l'écran, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais c'est quand même pas très pratique, toutes les cabines de projection ne sont pas équipées de 2 projecteurs pour avoir des changements de bobine qui soient clean. Ça veut dire aussi que vous allez perdre une image de temps en temps, et sur Decasia par exemple, c'est-à-dire ça interrompt quelque part des petites interruptions comme ça dans la musique à chaque changement de bobine. C'était super de voir le film aujourd'hui de manière complètement lisse, de manière complètement ininterrompue comme cela. Sinon, mais je me rendais compte en regardant aujourd'hui qu'à chaque fin de bobine, je me rencognais comme ça dans mon siège en me disant il va y avoir un petit sursaut. En fait, non,
Ça, bon, c'était extrêmement smooth. But this is just one facet why a digital projection sometimes is preferable. And it just gives me an opportunity to talk about what I see as the difference between the roles of digital, not just projection, but how it functions in our society today versus an analog film. Et voilà, mais ça c'est juste un aspect sur la différence entre le numérique et la pellicule, mais ça me permet d'en dire un peu plus sur la manière dont je vois le rôle du numérique aujourd'hui dans la société par rapport au film argentique. There is something no doubt spiritual about seeing a really beautiful analog projection of a print. I had the great fortune of seeing the nitrate print of Casablanca projected at MoMA, and it's to this day one of the great art experiences I've had. Et il y a quelque chose d'extraordinairement enrichissant, d'extrêmement beau dans le fait de voir une projection argentique, une projection analogue. Par exemple, j'ai eu la chance de voir une copie nitrate de Casablanca projetée au MoMA, et ça reste une des grandes expériences artistiques de ma vie. But I should be clear that even though I'm dealing with these old images from the 20th century, or sometimes even the 19th century, I am a creature of now an artist working in the 21st century. Mais je tiens à dire que même si je suis en contact et je travaille en permanence sur des images du 20e, voire du 19e siècle, je reste un artiste d'aujourd'hui, du 21e siècle. My access to these images is wholly dependent on them being scanned now. Et si j'ai accès à ces images, c'est uniquement parce qu'elles sont scannées. My editing process, of course, is entirely digital. Mon montage est complètement numérique. All my correspondences and cameras, the films that I record of the real world, capture of the real world, almost everything goes through some sort of digital media now. Et toute ma correspondance, les photographies que je prends, le monde réel quand je le filme, toute mon expérience est médiée par le numérique aujourd'hui. Given the great expense and harm to the environment that it takes to ship a 35mm print from New York City to Toulouse, it's in some ways hard for me to justify that as opposed to just sending a link to Frank and he downloads it and we have this beautiful projection here ready to go. Et vu quelque part la dépense écologique que serait d'envoyer une copie 35 mm de New York à Toulouse, je peux difficilement justifier c'est compliqué de justifier ça. Je peux simplement envoyer un lien à Franck, il peut le télécharger et on a une projection magnifique comme aujourd'hui. My reason for making 35mm prints is for the archive. The analog print is the thing that will survive. What we saw tonight will not survive. So I think it is important to have films that will outlive me. I don't even know if what we see tonight will be able to show in 5-10 years. Et la raison pour laquelle je fais des copies 35 mm, en fait, c'est uniquement pour la durée, pour les archives, parce que le film qu'on verra ce soir, qu'on a vu ce soir, je ne sais même pas s'il sera encore regardable dans 5 ou 10 ans, alors que ce qui durera, c'est effectivement la pellicule. Et ça me paraît, ça m'intéresse moi d'avoir des films qui durent, qui vivront plus longtemps que moi. So the digital is for today and the analog is for tomorrow. Donc le numérique c'est pour aujourd'hui, mais l'analogique c'est pour demain. We have maybe a grace note, final film, and it is part of an archive that I'm developing with our cats. We have had now a line of cats who I've outfitted with a small camera, and of course I have no control what they do or what they shoot. So I think of what they're doing is capturing the world as part of an archive that I then can regerminate into the world. Un dernier film que je voudrais vous montrer, ce sont des archives. Là encore,
mais ce sont des films qui sont faits par des chats, nos chats. Nous avons une lignée, on a une lignée de chats depuis un certain temps. Et en fait, ils sont équipés d'une petite caméra comme ça à leur collier et ils filment ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, et ce sont des archives que je me plais à disséminer comme ça dans le monde. The one I'm going to show tonight is called Curly Takes a Bath by the Sea. Le film que je vais montrer ce soir, c'est Curly se baigne au bord de la mer. In a way, it's a COVID movie, a movie that was captured while we were just at the beginning of the outbreak in April of 2020. We'd learned that a friend of ours had died, and I put a camera on Curly, and he went off and made this beautiful film. And then a mutual friend, the friend who died was also a friend, a much better friend, with Bill Frisell, and he sent me this track. And so over the course of 24 hours, Curly, Bill Frisell, and myself made this little clip. C'est un film Covid quelque part, hein, puisque c'était au tout début de la pandémie, en avril 2020, un ami est décédé en fait du Covid. Il se trouve que cet ami était un ami plus proche de Bill Frisell, le compositeur. Et donc voilà, Curly est parti filmer quelque chose. Bill m'a envoyé un morceau de musique qu'il a composé. Et donc Curly, Bill Frisell et moi, on a fait ce film en hommage à cet ami commun.
Merci tout le monde. Merci. Merci.